Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour suivre la bataille d'Ougledar. Là-bas se trouve la 72e brigade d'infanterie motorisée. Cette unité, ces militaires se battent depuis 2 ans sans être remplacés. Donc ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus et ils vont affronter les Russes. Donc voilà, donc là j'ai fait une petite carte avec certains éléments sur la bataille d'Ougledar. On va voir ça tout de suite, on commence par les petites vidéos. Pour ceux qui ont la référence. Voilà, là c'est dans la zone d'Ougledar. Vous voyez les différents combats. Je vous laisse regarder. Voilà, ça c'est pour vous montrer un peu. C'est assez bizarre cette ville. C'est des grands bâtiments en plein milieu de la campagne. Voilà, spécial comme architecture. Là, vous allez voir un peu les bâtiments justement. Les bâtiments, ils sont une partie de la ville d'Ougledar. Là, les Ukrainiens de la 72e sont bombardés par les Russes. Là, c'est un bombardement de nuit. Donc là, vous voyez différentes cartes. Je vais vous montrer que c'est réellement ce qui se passe. Là, les Russes, sur cette carte, je pense qu'on voit ici, ont avancé en une journée. C'est en une journée qu'ils ont pris ces deux zones-là et qu'ils vont encercler Ougledar. Vous voyez là, c'est différentes photos du champ de bataille. Maintenant, les Russes, sur des BMP, ont également commencé à percer les lignes de combat au-dessus de Prechistovka, en direction de Boho-Avlinka, coupant la logistique vers la ville. Je vous remontrerai sur la carte, en fait, il y a deux routes, et une fois que les Russes ont coupé une des routes, c'est fini, la ville est complètement isolée. Donc la 72e se retrouvera complètement isolée du reste de l'armée ukrainienne. On décrit les ressources militaires ukrainiennes dans la soirée. Depuis 2 jours, les chasseurs russes montrent une série de vidéos d'assaut sur des ceintures forestières par des parachutistes à pied dans des zones de 6 km de large et de 3 km de profondeur. Les combats sont intenses et les forces armées ukrainiennes battent en retraite. J'ai vu qu'il y avait certaines sources dire que les Ukrainiens s'étaient en partie retirés de la ville d'Ougledar. Il y a 2 officiers et puis des soldats qui se sont rendus déjà parce que les Russes sont déjà dans Ougledar à l'heure où je vous parle. Donc là, c'était pour vous montrer un croisement de sources qui font que ce qui se passe est réel. Là, c'est un mappeur Suricamap, fait de très bonnes cartes. Alors, jour 941 de la guerre. Situation au sud-est de Donetsk. Au cours des dernières heures, l'armée russe a réalisé des avancées significatives sur la rive nord de la rivière Kashlahak, augmentant la zone tampon de localité de Prechtisivka, Pavlivka, où dans cette dernière, elle s'est emparée d'une grande partie des entrepôts du nord. Pendant que ces avancées se déroulaient, de nouveaux mouvements ont eu lieu au cours de cette semaine. Les sources russes ont réussi à avancer au sud de Vodiane, au nord-est de Mikilsk, où les troupes russes ont réussi à soulever les ruines des faubourgs d'Ougledar. À la suite de ces événements, la célèbre localité se trouve dans une situation semi-fermée, car les dernières lignes de ravitaillement à travers la campagne ont été prises sous le contrôle de tirs. Pour rectification, les Russes n'ont pas coupé encore les lignes d'approvisionnement, de ravitaillement des forces ukrainiennes, mais en fait, ils sont régulièrement bombardés. Il est possible que le commandant ukrainien envisage de se retirer de la zone, car les Russes continuent de développer l'encerclement. Et là, on est jour 942. Situation au sud-ouest de Donetsk. L'armée russe a commencé l'assaut de la localité d'Ougledar et est entrée dans les premiers bâtiments de la partie ouest
De plus, les forces russes ont pris le contrôle des entrepôts au nord de Pavlivka et de nouvelles positions au nord-ouest. Je vous montrerai ça par la suite. Donc là, j'ai pris des captures de différentes cartes. Ici, c'est encore Vuhledar. Là, ça a été pris en une journée et demie. Voilà. Ils ont avancé très rapidement parce qu'en fait, ils ont traversé la rivière. Et là, vous voyez cette route, justement, c'est une très bonne carte. Vous voyez cette route? Eh ben, c'est la route qui ravitaille Vuhledar. Une fois qu'ils ont coupé cette route, c'est terminé. Pareil pour, là, c'est Military Summary. Regardez, là, il a indiqué en peu de temps les Russes. Là, c'est un petit bastion aussi. Une petite place forte qui sert de défense à Vuhledar. Donc, en fait, là encore, cette carte n'est pas à jour. Je vous montrerai sur la carte les derniers développements. Bon, encore une fois, preuve, hein, Deep State, qui confirme ce que je vous dis. Là, encore une source qui dit que les Russes sont déjà dans Vuhledar. Ils ont pris une partie de la ville. Le bastion n'est pas tombé, hein, mais ils ont pris une partie de la ville. La zone des Dachas avait déjà été conquise, mais voilà, ça confirme, et c'est pas la seule source à le dire. Comme il n'y a pas eu d'attaque aussi puissante, de petits groupes d'assaut ennemis ont réussi à pénétrer dans la ville. Nous ne pouvons donc conclure qu'il existe actuellement une zone grise. Donc en fait, c'est un officier ukrainien, un indicatif appel Alex. C'est que, bon, c'est pour résumer le fait que les Russes sont déjà dans Vuhledar. Donc c'est de Christopher Müller. C'est un témoignage qu'il a recueilli. Donc, ils se sont tous plaints que leurs soldats étaient parfois en infériorité numérique, dans un rapport de 1 à 8, et que pour chaque obus tiré, les Russes en tiraient 10 ou plus. Mais comme ses propres troupes sont épuisées, le commandant adjoint a déclaré que les Russes pourraient avoir de meilleures chances de prendre la ville dans les semaines à venir. Nous n'avons eu aucune rotation depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, a-t-il déclaré. La 72e défend Vuhledar depuis 2022. Il n'y a pas eu de rotation, ça y est, normalement, les bataillons, les brigades, il y a des rotations, etc., il y a des remplacements, en sachant que toutes les brigades ukrainiennes ne sont pas à leur effectif plein. Il y en a qui sont que à 40% de leur effectif. Voilà. C'est la situation, leur situation est dramatique. Autant en 2022, du côté de Vuhledar, ils avaient réussi à repousser les Russes. Là, c'est une autre paire de manches. Où sont nos fortifications? On en parlera après. A demandé le commandant adjoint. Il n'y avait pas de véritable ligne de défense en février lorsque les Russes ont réussi à faire une percée en prenant la ville d'Avdiivka. Ce qui a été construit depuis est inadéquat, a-t-il dit, dans des champs ouverts, loin des lignes d'arbres et parfois derrière des sommets de collines. Ce qui rend difficile le repérage de l'ennemi. Alors là, rapidement, je voudrais vous parler de la chloropycrine. C'est important parce que les Russes et les Ukrainiens s'en servent et c'est pas légal. Voilà. Je vous explique ce que c'est. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est du chlore qui est balancé dans les tranchées, dans les coins où se réfugient les soldats, dans leurs fortifications. Ça les oblige à sortir de leur fortification pour chercher de l'air, parce que sinon c'est irrespirable. Et ensuite, ils sont attaqués par des drones qui les éliminent. Normalement, ce genre de choses ne sont pas censées arriver. L'Organisation pour interdiction des armes chimiques, un organisme de surveillance mondiale qui supervise la mise en œuvre de la CAC, affirme qu'une arme chimique est une substance utilisée intentionnellement pour causer la mort ou des dommages grâce à ses propriétés toxiques. Les États-Unis affirment que la Russie utilise la chloropycrine pour déloger les forces ukrainiennes des positions fortifiées. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, les Russes doivent l'utiliser, mais la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était les Ukrainiens qui l'utilisaient,
et il me semblait que c'était dans la zone de Koursk. La substance est huileuse et a été largement utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Elle provoque une irritation des poumons, des yeux, de la peau et peut provoquer des vomissements, des nausées, de la diarrhée. C'est important que je vous parle de la chloropicrine, simplement parce que vous allez peut-être en entendre parler. Alors vous allez vous dire, oui, c'est les Russes qui font ça. Non, c'est des deux côtés. Des deux côtés, ils se balancent des saloperies. Donc c'est important de le comprendre et de le voir. Alors là, je voulais vous le montrer, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais je vais vous le montrer quand même. C'est la carte de Mariana Bezoukla, c'est une députée ukrainienne qui montrait que, qui expliquait qu'il y aurait un gros problème au niveau des fortifications. Moi, je le sais, on est beaucoup à le savoir, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. Les fortifications ukrainiennes sont orientées vers le sud. Les Russes sont censés, dans cette zone-là, arriver du sud et pas ailleurs, hein, parce que ailleurs ce serait méchant. Et là, donc, elle a sorti cette carte-là pour montrer les fortifications, vous voyez, les lignes de fortification, etc. Elles sont orientées vers le bas, vers le sud, ok. Sauf que les Russes arrivent de l'est, voilà. Ils arrivent de l'est, donc c'est pas prévu. Hein. C'est pas censé se passer comme ça. C'est pour ça que je vous disais sur une vidéo courte que en fait elles avaient une mauvaise orientation pour la plupart, dans cette zone en tout cas, ce qui fait qu'elles ne serviraient à rien elles ne pourraient pas arrêter les Russes. En plus de ça, il faut savoir que pour les fortifications, que ce soit à Koursk, à Kharkiv, je vous avais parlé de ce scandale. Il y a énormément de corruption en Ukraine, en Russie aussi, hein, mais là, c'est pour les fortifications. Donc, en Ukraine, les mecs détournaient l'argent destiné aux fortifications, à faire des tranchées, etc. Ce qui fait que les Russes ont pu avancer rapidement, ont pu pénétrer dans la zone de Kharkiv. Pourquoi? Parce que la corruption fait que devant les caméras, il y a quelques tranchées qui sont neufs, qui viennent d'être faits, et c'est extraordinaire. Mais dans la vérité, c'est que non, ils détournent l'argent parce que c'est un pays de corrompus. La Russie aussi, mais eux, ils en tiennent une couche. En Ukraine, ils rendent jaloux les pays africains, certains pays africains en tout cas. Et donc, des dents de dragon sur le bas côté de la route, je vous en avais déjà parlé, hein, qui sont pas placées, les fortifications qui sont pas, les tranchées qui sont à peine faites. Donc en fait, le problème c'est que vous avez mal fait, ce qui fait que des fois vous n'avez pas de fortification dans des zones où vous devriez en avoir. Deuxième point, l'Ukraine engage des entreprises privées pour créer des tranchées, des fortifications, etc. Le problème, c'est que c'est des entreprises privées. Par exemple, il y en a qui ne sont pas corruptibles, qui ne sont pas achetées et qui font vraiment le boulot. Le problème, c'est qu'ils font un boulot standard, c'est-à-dire que ils sont payés pour faire un boulot standard. Sauf que les zones où on leur demande de faire des fortifications, des tranchées, etc., ça pose un petit problème, parce que tu peux te faire buter par un drone. Ah oui, ça pique. Du coup, soit c'est pas fait, soit c'est bâclé. Parce que les mecs, ils ont pas envie de rester dans une zone où ils vont se taper un drone dans la gueule. Il y a tout un tas de problèmes auxquels il faut réfléchir. Pas forcément pour les Ukrainiens, mais pour nous-mêmes. Parce que dans chaque pays, on aura peut-être des problématiques militaires, hein, un de ces jours, avec d'autres nations. Donc, faut le prendre en compte. Là, les Ukrainiens, j'ai vu certaines cartes où des mecs disaient oui, voilà, il y a 3 lignes de fortification, etc. Ok, elles sont dans quel état ces lignes de fortification, gars? Voilà. Il y en a certaines qui sont pas orientées convenablement. Donc elles sont dans quel état? C'est bien d'avoir les tranchées, les lignes de fortification. Normalement, ça sert à quoi? Ça permet de diminuer le nombre d'hommes pour garder certaines zones. Ça permet d'économiser de l'armement, des munitions. Mais quand c'est mal fait, ça sert à rien. Donc voilà, on se retrouve sur la carte de Vuhledar, de Wuhledar. Je vais vous montrer voilà, à quoi ressemble la ville. Voilà, là, vous voyez les grands ensembles qu'on a vus tout à l'heure en vidéo. Là, on voit
ici, c'est la zone des dachas qui ont été déjà conquises par les Russes. Et en fait, les Russes sont déjà dans cette zone-là. Ils sont déjà dans les faubourgs de d'Ougledar. Voilà. Bon, cette carte ne le montre pas, mais ils sont déjà. Et en fait, je vais vous montrer. Vous voyez cette zone-là? Eh bien, simplement, attendez, je vais prendre de la couleur. Vous voyez cette zone-là, ici, bah, c'est là où il y avait une rivière. Et c'est là que les Ukrainiens, les Russes ont franchi la rivière. Et en peu de temps, ils ont eu ce genre de gain. Voilà. Ça s'est passé le 22. En une journée, ils ont réussi à prendre une bonne zone d'Ougledar, de la zone d'Ougledar. Ils ont pris cette partie-là le même jour. Le 22, cette partie-là aussi, vous voyez, en surbrillance, là. Voilà, donc ça fait avancer les lignes russes rapidement. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, c'est une petite zone de fortification ukrainienne dont les Russes vont s'emparer sous peu. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, la route. Alors, il y a deux routes. Bon, il y avait une route là, mais voilà, ça fait ça. Et non, il n'y a pas de route ici. Ça fait ça. Voilà. Et en fait, une fois que les Russes auront, vous voyez bien, auront coupé cette route-là, eh ben, ce sera terminé. Soit bah, ils lancent l'assaut, soit ils attendent que les Ukrainiens n'aient plus de munitions, n'aient plus du tout de ravitaillement. Et puis là, ce sera fini pour cette zone-là, pour Ougledar. Je pense que si le commandement ukrainien est assez intelligent, ils vont retirer la 72e unité, la 72e brigade d'infanterie mécanisée de cette zone pour la redéployer ailleurs. Là, une fois que les troupes vont partir, ça ferait un gain territorial énorme pour les Russes. Sur cette carte, on voit déjà que les Russes sont déjà présents à l'intérieur d'Ougledar et qu'il y a déjà des combats. La zone dont je vous parlais ici, au niveau de la fortification, est en zone grise. Donc sous peu, il y aura plus de... Ougledar va tomber. Donc là, toute cette zone-là, que vous voyez là, va tomber. C'est énorme. C'est énorme. Rapidement, je voulais vous parler de la zone, de cette zone-là. Zeléné Perché est tombé, ça fait un petit moment, mais Zeléné Droué est tombé hier. Donc a été conquise hier. Et donc là, vous voyez les troupes ukrainiennes qui sont dans cette zone-là, ici. S'ils se retirent pas et que les Russes continuent à avancer, soit à Hernik, soit à Zorian, là, ça va encore faire un gain territorial, mais c'est surtout que les Ukrainiens vont se retrouver coincés. Parce que ici, il n'y a pas de passage. Ici, ils peuvent pas passer, c'est pas possible. C'est de la flotte. Et oui. Donc ils ont très peu de marge pour pouvoir sortir de cette zone et sauver leurs troupes. Donc je pense qu'ils vont retirer. Ils ont commencé à retirer certaines troupes. Donc se retrouver à battre en retraite encore. Donc on va un petit peu plus haut. Là, je vous avais parlé de la bataille d'Ukrench. C'est déjà terminé depuis un moment. Là, les Russes ont continué à avancer. Là, les Russes se trouvent à 6 km de Pokrovsk, qui se trouve ici. On parlera des lignes de défense de celle-ci un peu plus tard. Bon, pour ceux qui me suivent depuis, qui ont vu la dernière vidéo, je vous avais parlé de la zone de Kupiansk et que les Russes allaient prendre, encore une fois, un peu comme dans plusieurs zones, prendre les Ukrainiens envelopper les forces ukrainiennes. Et donc là, je vous avais parlé du fait qu'il restait qu'un pont à Louchivka. Et en fait, il y en avait, les Ukrainiens ont remis un autre pont. C'était ici à Sadové, et ce pont s'est fait exploser. Alors, j'ai pas les images, mais ça doit être celui-là.
Enfin, j'ai la vidéo, mais voilà. Et donc, en fait, ça réduit encore la marge de manœuvre des Ukrainiens dans cette zone, parce que une fois que les Russes auront avancé vers Kupiansk et dans la zone sud, il va pas rester beaucoup de choix aux Ukrainiens pour sauver leurs troupes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire un focus sur ce qui se passe à Ougledar. Et puis voilà, parler de la longue agonie de la 72e brigade d'infanterie motorisée ukrainienne. Ces gars-là se sont battus quand même pour leur pays pendant 2 ans, sans être remplacés, avec une situation dramatique. Franchement, bravo à eux. Ça n'empêchera pas que les Russes vont continuer à avancer. Il y a certaines vidéos qui sont pas monétisées ou qui marchent très bien, mais en fait pour aider la chaîne, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, si vous pouvez rejoindre la chaîne, je vous fais des vidéos courtes juste pour vous. C'est surtout pour soutenir un peu le boulot qui est fait. Donc merci à vous. Et puis ceux qui veulent rejoindre, ils ont juste à cliquer. Voilà. Serrez les rangs et restez unis.